Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main? Oui, je veux terminer la chose dans 2 mains. L'on peut, ce me semble, sans crainte d'être ouï, y discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon cœur? Votre dessein, pour vous, me fait trembler de peur, et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Il est vrai, notre ami, peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous, et votre front, je crois, veut que du mariage, les cornes, soient partout l'infaillible apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est point garant, et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont sans pauvres maris ont souffert la furie. Car enfin, vous savez qu'il n'est grand ni petit que de votre critique on ait vu garantie, que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes, de faire sans éclat des intrigues secrètes. Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi où l'on ait des maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodés chez eux de toutes pièces? L'un amasse du bien dont sa femme fait part à ceux qui prennent soin de le faire cornard. L'autre, un peu plus heureux mais non pas moins infâme, voit faire tous les jours des présents à sa femme, et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu. L'un fait beaucoup de bruit qui ne lui sert de guère. L'autre, en toute douceur, laisse aller les affaires. Et voyant arriver chez lui le damoiseau, prend fort honnêtement ses gants et son manteau. L'une, de son galant, à la droite femelle, fait fausse confidence à son époux fidèle, qui dort en sûreté sur un pareil appât, et le plaint, ce galant, des soins qu'il ne perd pas. L'autre, pour se purger de sa magnificence, dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense. Et le mari Benet, sans songer à quel jeu, sur les gains qu'elle fait, rendait grâce à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas de nos sots? Oui, mais qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche on rit aussi de lui. J'entends parler le monde et des gens se délassent à venir débiter des choses qui se passent. Mais, quoique l'on divulgue aux endroits où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. J'y suis assez modeste. Et bien qu'aux occurrences, je puisse condamner certaines tolérances, que mon dessein ne soit de souffrir nullement ce que d'aucuns mari souffre paisiblement. Pourtant, je n'ai jamais affecté de le dire, car enfin, il faut craindre un revers de satire, et l'on ne doit jamais jurer, sur de tels cas, de ce qu'on pourra faire ou bien ne faire pas. Ainsi, quant à mon front, par un sort qui tout mène, il serait arrivé quelque disgrâce humaine. Après mon procédé, je suis presque certain qu'on se contentera de s'en rire sous main, et peut-être qu'encore j'aurai cet avantage, que quelques bonnes gens diront que c'est dommage.
Mais de vous, cher compère, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement. Comme sur les maris accusés de souffrance, de tout temps votre langue a daubé d'importance. Qu'on vous a vu contre eux, un diable déchaîné, vous devez marcher droit pour n'être point berné. S'il faut que sur vous on ait la moindre prise, car qu'au carrefour on ne vous tympanise et... Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé, qui pourra m'attraper sur ce point? Je sais les tours rusés et les subtiles trames dont pour nous en planter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous? Qu'une sotte? En un mot. Épouser une sotte et pour n'être point sot. Je crois en bon chrétien votre moitié fort sage, mais une femme habile est un mauvais présage. Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Moi, je m'irais charger d'une spirituelle qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle, qui de prose et de vers ferait de doux écrits, et que visiterait marquises et beaux esprits, tandis que sous le nom de mari de madame, je serais comme un saint que pas un ne réclame. Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut, et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime même, ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon et qu'on vienne à lui dire à son tour qui mettons, je veux qu'elle réponde une tarte à la crème. En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir plier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est dans votre marotte? Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Ou tant qu'il est assez ennuyeux que je crois d'avoir toute sa vie une bête avec soi, pensez-vous le bien prendre et que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide, aussi un peu manquée d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, ce que Pantagruel à Panurge répond. Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte. Prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte, vous serez ébahis quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode. Je me vois riche assez pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi et de qui la soumise et pleine dépendance n'est à me reprocher aucun bien, ni naissance. Un air doux et posé, parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il me vint en penser, et la bonne paysanne, apprenant mon désir, à sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente, et grande, je l'ai vue à tel point innocente, que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et comme ma demeure à 100 sortes de gens est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir. Dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz, pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'un ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si de mon choix on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez dans cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit ne peut... La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités, à tout coup je l'admire. Et parfois elle en dit, dont je pâme de rire.
L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et me vint demander avec une innocence à nul autre pareille si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnolphe. Bon, mais voulez-vous toujours appeler de ce nom? Ah, malgré que j'en ai, il me vient à la bouche et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser à 42 ans de vous débaptiser? Né d'un vieux tronc pourri de votre métairie, vous faire dans le monde un nom de seigneurie. Outre que la maison par ce nom se connaît, la Souche plus qu'Arnolphe à mes oreilles plaît. Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. De la plupart des gens, c'est la démangeaison. Et sans vous embrasser dans la comparaison, je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre, qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, y fit tout alentour faire un fossé bourbeux. Et de monsieur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.